temps et l'espace, ça c'est un couple assez particulier parce que pour ce qui est de l'espace, on en prend conscience par nos sens. Un des principaux qui nous viennent comme ça directement quand on y pense, c'est la vue, mais il y a l'ouïe, l'odorat, le goût. Tous nos sens, le toucher, nous mettent en lien avec l'espace. Et ils nous mettent en lien avec l'espace maintenant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas voir au passé ou voir à l'avenir. C'est présent. L'espace et le moment présent sont liés. Ils sont intimement apparentés. Et si finalement nous n'étions que là, dans un lien à l'espace et au moment présent, on aurait comme humain quand même un sérieux problème, c'est que nos actes ne pourraient pas se fonder sur quelque chose de connu. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas de souvenirs, on serait dans une amnésie absolue. Et on a besoin du temps pour cette conscience-là. On a besoin du temps pour avoir conscience de soi. Ce qui m'apparaît quand je pense au temps et à l'espace, comme ça, en apposition, c'est que les façons de penser le temps, et il y en a plusieurs, il y a évidemment beaucoup de points de vue là-dessus, mais j'en vois en tout cas 4 essentiels. Les façons de penser le temps, et donc le moment présent qui est un moment particulier du temps, nous renvoient à des façons particulières d'être en lien avec l'espace. Par exemple, en 1905, Einstein a développé sa théorie de la relativité restreinte et a montré, ou a en tout cas voulu démontrer selon son point de vue, que le temps est une 4e dimension de l'espace. C'est-à-dire que le temps dans lequel nous circulons, de ce point de vue spatial, on pourrait dire, est tel que certaines personnes sont plus avancées que nous dans le temps, d'autres sont plus en retrait, donc vivent au même moment que moi, à d'autres moments dans le temps, d'autres choses. Un peu comme quelqu'un qui se dirige vers je ne sais quelle ville, la ville est pour lui encore dans le futur, et d'autres personnes sont déjà dans la ville qui, pour eux, donc, est au présent. Cette théorie de la relativité restreinte, et donc cette façon, j'aimerais dire matérielle de voir le temps, puisque la théorie de la relativité restreinte s'applique au monde physique. Cette façon matérielle de voir le temps nous renvoie donc à un présent complètement relatif. Le présent est relatif au moment où nous nous trouvons, il n'existe pas en soi, il est relatif. Puis il y a un autre point de vue qui est le point de vue de la vie. Alors la vie, avec un grand V, et tous ces rythmes qu'on connaît, les rythmes des saisons, les rythmes des marées, les rythmes biologiques, l'année, qui fait que le moment de ce cycle dans la vie revient. Du point de vue de la vie, le temps est cyclique. Autant il est éphémère du point de vue du physique, autant il est cyclique du point de vue de la vie. Les anciennes civilisations, en tout cas pré-judéo-chrétiennes, je pense en particulier à la civilisation chinoise, mais finalement toutes les civilisations pré-judéo-chrétiennes, avaient cette évidence que le temps est cyclique. Ils voyaient le temps du point de vue de la vie. Mais alors, le moment présent, à ce moment-là, c'est pas qu'il est relatif comme du point de vue de la physique, du point de vue de la vie, le temps a quelque chose de non singulier. C'est-à-dire qu'il peut se répéter, le même moment se répète. Du point de vue du psychisme, c'est encore différent. Notre temps naturel, celui dont on a conscience, est chronologique. La chronologie existe dans l'histoire des civilisations, enfin, comme on la conçoit aujourd'hui, comme on la vit aujourd'hui, pas depuis si longtemps. Le fait que cette impression que tout provienne du passé et que le futur ne soit que le prolongement du passé, ce n'est pas si ancien que ça, mais ça nous place dans une dimension assez particulière parce que, en définitive, le temps présent est toujours en mouvement et on ne peut jamais l'atteindre. Les latins parlaient du tempus fugit, le temps fuit. Et on est là, pris naturellement dedans, nous, aujourd'hui, dans un temps chronologique. C'est la conscience première qu'on a, je dirais. C'est-à-dire que pour chaque problème qu'on a, pour chaque épreuve, pour chaque
chaque moment que l'on traverse, on va très naturellement imaginer les conséquences à venir et s'il y a un problème, essayer de trouver les causes dans le passé. Donc on est en permanence en train de faire un va-et-vient entre avant et après, à imaginer des choses plus tard, à regarder comment elles étaient avant, puis on fait saute-mouton sur le moment présent, sans cesse, donc un moment présent éphémère. Ça me rappelle cette histoire que j'ai lue il n'y a pas longtemps d'un wagon couchette dans lequel il y a quatre voyageurs, et puis sur une des couchettes, il y a une dame qui est là, et puis qui gémit « Ah, mon Dieu, que j'ai soif! Ah, mais que j'ai soif! Ah, si je pouvais boire! Ah, mais que j'ai soif !» Et elle gémit, ce qui fait qu'il y a un des passagers sur la couchette du dessus, qui à un moment se lève, va dans le couloir, va jusqu'aux toilettes, remplit des gobelets, apporte un gobelet à la dame qui enfin peut boire, il se recouche, puis il entend la dame qui dit « Ah, mon Dieu, que j'avais soif! Ah, mais comme j'avais soif !» et en fait, entre l'espoir de boire un jour et puis d'imaginer comment on avait soif avant, on exclut ce moment où on reste aveugle, en fait, à ce moment essentiel qui est le moment de l'action, qui est le seul moment où on puisse agir, c'est maintenant. C'est pas avant. Si on imagine tout ce qu'on aurait pu faire si on avait su, ce qu'on fait aussi, hein, ben on est comme un voyageur temporel qui se perd dans le passé, on est dans la nostalgie, ça s'appelle, on n'arrive pas à agir. Si on imagine tout ce qu'on pourrait faire plus tard, ben on n'est pas non plus dans l'action, on n'a même pas commencé le premier pas. Voilà, donc avec un temps psychique, on est dans un rêve, finalement. On est pris dans un rêve, et on oublie d'être en lien avec maintenant, c'est-à-dire avec l'espace qui nous entoure de nouveau. On ne le voit pas, on ne voit que ce qu'on projette dessus. On voit les idées qu'on se fait de la chose, mais l'espace qui nous entoure est comme perçu à travers le filtre des rêves qu'on projette dessus. Et puis, il y a une quatrième façon, ou une quatrième manière de considérer le temps et le moment présent. Et cette manière-là, elle concerne, j'aimerais appeler ça « je suis », c'est-à-dire cette instance qui en nous n'est pas perpétuellement dans ce rêve psychique. À vrai dire, on connaît tous ça. C'est-à-dire que, du point de vue du psychisme et du temps chronologique, tout est déterminé par une cause avant. C'est-à-dire que dans un temps chronologique, chaque événement est causé par quelque chose qui s'est passé avant. Même un faisceau de causes. Il y a la cause de la cause, etc. Jusqu'à une hypothétique cause première, elle-même causée par tout un tas de choses. C'est-à-dire que chacun de nos actes, du point de vue du temps psychologique, on pourrait dire du temps chronologique, là où le présent est fuyant, chacun de nos actes est déterminé par quelque chose qu'il y avait avant. On est déterminé par la biologie, par des envies, par des trucs, par même une éducation, par le transgénérationnel, comme on dit aujourd'hui, par plein de choses. Donc on est conditionné par le passé, du point de vue psychologique, du point de vue de la chronologie. Conditionné tant et si bien que on ne concevra du point de vue de la psychologie et du temps chronologique la confiance que comme possible que si en amont les choses se passent bien, c'est une confiance conditionnelle, le courage que s'il n'y a pas d'obstacle, etc., etc. Alors qu'on sait très bien que le propre même de la confiance, c'est de pouvoir la vivre quand tout va mal, et le courage quand il y a des obstacles. Donc, une part de nous, capable de vivre la confiance, de vivre le courage, n'est pas insérée dans ces causalités, s'émancipe de ça, ou peut-être même pas s'émancipe, parce que peut-être que cette part de nous n'a jamais été dedans. C'est cette part de nous qui serait capable de taire les enchaînements chronologiques de pensées qu'on a. Quand on écoute quelqu'un, ben forcément des pensées se mettent en route en nous, on répond. Nos pensées sont comme déterminées par ce qu'on entend, par ce qu'on a lu, par ce qu'on voit. Si on arrivait à taire ça, à faire silence à l'intérieur, à pouvoir renoncer à suivre la pensée qui s'impose, on découvrirait en nous cette activité, l'activité de ce qui en nous n'est pas chronologique. Donc, qui n'est pas déterminé par une chronologie, c'est-à-dire qui est
en dehors de tout ce qu'il y avait avant et après, donc qui est, on pourrait dire avant et après le après, ce qui n'a pas beaucoup de sens dit comme ça. Donc en dehors de la chronologie, on pourrait dire aussi complètement éternel, une part éternelle de nous, qu'on peut nommer « je suis » à cet endroit. Donc autant quand on arrive à être dans cette attention qui permet de faire silence à l'intérieur, on s'ouvre à l'espace, à ce qui nous entoure, à l'autre, à l'altérité, à plus grand que soi. On s'ouvre à ça, à tout ce qui nous entoure, dans un moment qui contient tout, un moment qui est éternel.